Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Je reçois Jean-Paul Demoule, et dans ce premier volet de l'entretien, qui sera en 2 parties, on parle du néolithique, autour de son livre « Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire » aux éditions Fayard. Bonjour Jean-Paul Demoule. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'université Paris 1 et vous avez publié de nombreux ouvrages, plusieurs dont on va parler aujourd'hui. Et je suis d'autant plus heureux de vous recevoir que c'est un travail à mes yeux de vulgarisation remarquable et de vulgarisation au sens le plus noble du terme, de la divulgation des savoirs sous une forme accessible tout en restant intellectuellement exigeante, qui donne au lecteur les moyens d'aller plus loin. Et ce travail autour principalement du néolithique, de l'archéologie et de ses apports à la compréhension du passé me semble d'autant plus bénéfique que ces approches ne sont pas forcément très présentes dans l'espace public où, on pourra peut-être en parler, il y a beaucoup de caricatures sur ce passé, en particulier préhistoire, même si c'est pas la période qui a le monopole des caricatures, et puis dans l'enseignement aussi, où ce ne sont pas forcément des périodes et des approches très valorisées, et on s'en rendra peut-être compte d'ailleurs à mes questions, moi-même, comme historien contemporanéiste, j'ai très peu été frotté de méthodes ou de questions liées à l'archéologie, puisque je n'ai jamais rencontré dans mon cursus, en fait, et en ça, c'est assez symptomatique, peut-être qu'on pourra parler de la nécessité de valoriser ces approches, notamment dans l'enseignement. Alors, on va discuter aujourd'hui de plusieurs ouvrages, des ouvrages déjà parus, très intéressants, notamment On a retrouvé l'histoire de France, qui existe en folio l'histoire, un récent dossier de la documentation photographique sur le néolithique, qui est tout à fait remarquable, notamment pour les enseignants et enseignantes qui sont amenés à s'emparer de ces questions, mais où sont passés les Indo-Européens, qui est paru au Seuil, qui est une enquête de longue haleine et très stimulante autour d'une question qui a beaucoup travaillé les sciences humaines au sens large depuis 2 siècles. Et le plus récent, c'est Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, publié chez Fayard, quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs, et vous synthétisez finalement toute une approche du néolithique. Alors on va essayer donc de passer un petit peu en revue ces travaux, en commençant peut-être par ce livre, Les 10 millénaires oubliés. Je voulais savoir comment vous l'aviez écrit. À le lire, j'ai l'impression que vous aviez en tête un livre utile, un livre aussi pratique, notamment parce qu'il y a à la fin un lexique, il y a une sorte de récit abrégé de l'histoire humaine. Vous avez voulu donner beaucoup d'outils, des outils y compris sous des formes très simples. Quand on regarde la table des matières, ce sont souvent des questions formulées sous leur forme vraiment la plus élémentaire. Qui a inventé les dieux? Qui a inventé la guerre? Qui a inventé les tombes et les cimetières? Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre-là? J'étais parti du livre précédent, et justement, on a retrouvé l'histoire de France, qui lui, la première partie est par chapitre chronologique, et il y a un chapitre justement sur le néolithique, et je parle des millénaires zappés à ce propos. Et donc, j'ai été contacté par la responsable de chez Fayard qui m'a dit que ce serait une bonne idée de développer, de faire un livre à partir de ce chapitre. En y réfléchissant un peu plus, je me suis dit qu'effectivement, ça pourrait être monotone et pas forcément intéressant de le faire de manière purement chronologique, de raconter tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait pas de l'origine de l'agriculture jusqu'à l'apparition des premiers États. Et donc je me suis dit que c'était plus intéressant de le poser en question, justement, en grande question, ce qui évidemment a un petit risque de répétition, mais je crois qu'il n'a pas été trop important, et c'est en même temps que pour structurer ça, j'ai fait aussi quand même une chronologie à la fin, détaillée, un glossaire, un index pour qu'on puisse s'y retrouver. Mais il m'a semblé qu'effectivement, c'est des questions qu'on se pose qu'on pourrait se poser couramment ou qu'on se pose. Que les élèves pourraient poser aussi. Aussi, oui, sur la guerre, la domination masculine, ou même bêtement l'agriculture, puisque tout commence de là. Et le but, c'était effectivement de faire quelque chose qui soit compréhensible, parce que je considère que mon métier, enfin l'archéologie en général, ça sert bien sûr à faire plaisir aux archéologues, parce que c'est un métier qui fait rêver. C'était une vocation d'enfant, mais je pense qu'il y a un vrai rôle social de l'archéologie, surtout pour une période qui
qui pour moi est décisive, où plein de choses se sont mises en place et qui justement est zappée dans les programmes. D'ailleurs, j'avais dans le livre précédent, j'avais insisté sur le fait que ça avait été totalement évacué, que l'arrêté de 2008 disait on a parlé des Gaulois, des hommes préhistoriques en classe primaire, on n'y reviendra pas et on commence avec les grandes civilisations. Donc ça m'avait semblé un présupposé idéologique non indifférent, même s'il était inconscient, cette idée que oui, c'est une évidence, l'État, les villes, les sociétés hiérarchisées, les rois, la guerre et l'armée. Et j'ai appris que quand même ça avait touché, ça avait été lu et que ça avait été une des raisons pour lesquelles on a remis une once, une pincée au moins de néolithique, au moins en 6e. Mais je pense que ça pourrait être... c'est des questions qui pourraient se poser à tous les niveaux et jusqu'en terminale. C'est cette question de l'origine du pouvoir, de l'État, etc. On y reviendra peut-être sur cette question de la place du néolithique, plus largement de la préhistoire dans l'enseignement. Je signale à ceux et celles qui nous écoutent qu'il y a un article très intéressant paru dans la revue historique en 2017 de Pascal Semonsu qui fait le point un peu sur la présence, la disparition quasi totale de la préhistoire et puis ce retour in extremis du néolithique, notamment en classe de 6e. Alors vous dites effectivement des millénaires zappés, des millénaires oubliés. Pour quelles raisons? En vous lisant, je me suis dit qu'il y a peut-être une raison, c'est qu'à la différence d'autres périodes ou figures, que ce soit les Gaulois ou bien avant Néandertal, on manquait d'un nom finalement pour caractériser, pour résumer un petit peu cette période. C'est sûr que néolithique, c'est un peu cryptique comme terme, d'autant plus que ça a changé de signification, parce qu'on parlait d'âge de la pierre polie et d'âge de la pierre taillée au 19e siècle. Donc un anglais, John Lubbock, l'a mis en grec, donc paléolithique, pierre ancienne, néolithique, pierre nouvelle, et puis comme il fallait que ce soit ternaire, on a rajouter le mésolithique au milieu, mais c'est plus tard qu'on s'est aperçu que en fait c'était pas la forme des outils en pierre qui comptait, c'était effectivement l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est l'archéologue anglais, enfin anglo-australien Gordon Childe dans les années 30, qui était en partie marxiste, mais pas seulement, qui a effectivement commencé à faire une histoire économique de la préhistoire. Alors effectivement, c'est moins facile à accrocher et ça impacte moins dans l'imaginaire. Bon, les Gaulois, c'est la construction du roman national, même si c'est une construction qui est assez récente, qui a à peine un siècle et demi. Et puis les hommes préhistoriques, ça a suscité aussi, comme les Gaulois d'ailleurs, toutes sortes de bandes dessinées. Mais il y a peu de bandes dessinées néolithiques. Il y en a, effectivement, mais peu. Pour revenir à cet auteur dont vous parliez, Gordon Childe, c'est lui aussi qui avançait l'idée de révolution néolithique, sans doute aussi en lien avec cette imprégnation marxiste. Alors est-ce que c'est un terme qui est encore pertinent de votre point de vue, l'idée d'une révolution, ou est-ce qu'aujourd'hui on envisage les choses peut-être de manière plus progressive, plus étendue dans le temps? Comment vous vous situez par rapport à ce terme? Effectivement, moi je continue à l'employer parce que j'estime que c'est effectivement la rupture la plus fondamentale dans l'histoire humaine, et que la révolution industrielle ou la révolution numérique en sont des conséquences à long terme. Mais c'est vrai que ça s'étale. Alors, vu d'un point de vue de préhistorien, ça, à chaque fois dans les 6 ou 7 régions du monde où ça a été inventé de manière indépendante, ça s'étale sur 2-3 000 ans, ce qui nous paraît peu, mais peut paraître long. Et il y a effectivement certains chercheurs qui remettent en cause. Par exemple, David Graeber, qui se définit comme anthropologue anarchiste et qui a publié notamment ce livre très intéressant sur la dette, 5000 ans d'histoire, et d'autres, et qui est un des auteurs que je suis d'assez près. Eh bien, lui, il le remet en cause parce qu'il dit il y a eu des expérimentations, ça s'est pas fait, ça s'est pas passé partout de la même façon. Bon, c'est par exemple la première domestication animale, c'est le chien à partir du loup, et ça c'est chez les chasseurs paléolithiques vers moins 20 000, moins 25 000 ans. Donc ce processus, il est ancien. On sait aussi
aussi les recherches de l'ethnologue Alain Testard, qu'il y a des chasseurs-cueilleurs qui pratiquent une petite horticulture d'appoint en plus, mais qui ne vont pas dépasser ce stade. Il y avait des systèmes dans l'Afrique traditionnelle d'agriculture cyclique sur brûlis où petit à petit, en éliminant les arbres et en venant toujours au même endroit, en éliminant tous les arbres jugés inutiles, eh bien, on constituait des plantations entières de palmiers à huile sans avoir jamais planté. Oui, donc en fait, vous montrez que à la fois c'est une révolution dans le sens où il y a un avant et un après, et ça enclenche quelque chose de fondamental, mais dans le détail, quand on l'étudie, on se rend compte que c'est absolument pas binaire et qu'il y a toute une série de stades entre le sauvage et le domestiqué, entre ce qu'on plante, ce qu'on entretient, ce qu'on cultive sans le cultiver volontairement, et ça, vous le montrez très bien dans vos 2 premiers chapitres en particulier, que il ne faut pas penser les choses en termes d'opposition binaire entre des chasseurs-cueilleurs purement prédateurs et puis des agriculteurs purement producteurs. Les choses sont plus complexes. Oui, puis le terme de producteur qui est dû à Child est très idéologique et des années d'un XXe siècle triomphant malgré les guerres, parce que symétriquement le pressurien André Leroi-Gourhan dit le but ultime de l'humanité, c'est quand on cuira le dernier rat sur une brindille avec la dernière goutte de pétrole. C'est l'épuisement des ressources naturelles, c'est de la prédation à grande échelle. Mais il n'y a pas de production. De même que il n'y a plus d'animaux sauvages. Ils sont tous dans des réserves. Ils sont comptabilisés, soignés, prélevés, comme on dit pudiquement quand il y en a trop, rajoutés dans les réserves de chasse avant l'ouverture de la chasse, donc la sauvagerie n'existe plus. Lorsque vous évoquez la naissance de l'agriculture, vous allez jusqu'à écrire une proposition, je pense qui ferait hurler des médiévistes, modernistes, s'ils vous lisent, qui est, à peu de choses près, un système technique apparaît, celui de l'agriculture, qui, pour l'Europe, pour l'actuel territoire de la France, reste inchangé à peu de choses près, jusque très tard, même en partie jusqu'au XXe siècle. Oui, alors, c'est une affirmation très forte. Là, si je me fais le porte-parole de collègues qui diraient « mais et le collier d'attelage au Moyen-Âge, et telle ou telle innovation, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous n'avez pas une vision peut-être trop fixiste de cette agriculture qui serait là une fois pour toutes ?» Si on regarde vraiment toutes les acquisitions et qu'on voit la rupture entre ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs dans des abris un peu sommaires, un petit groupe de 20 ou 30 personnes en partie itinérants, ce qui se met en place avec le néolithique, si on prend le territoire français actuel, c'est des grandes maisons rectangulaires en bois et en terre, à peu de choses près, on les aura jusqu'au XXe siècle, une agriculture fondée sur le blé, l'orge et l'élevage bœuf, porc, mouton et chèvre. Et le chien, on va juste rajouter le cheval 2-3 000 ans après, et puis après on a des inventions techniques, parce que le néolithique provoque un boom démographique, donc il faut gérer de plus en plus de gens sur un espace fini, donc effectivement on va inventer la métallurgie, on va inventer l'arère puis la charrue pour rendre les sols plus fertiles, il va y avoir la roue, donc vers moins 3500, la seule vraiment marche technique importante à mon sens, c'est la métallurgie du fer, parce que là à nouveau tout l'outillage qui se met en place dans les derniers siècles avant notre ère, c'est avec les Gaulois justement, donc la faux, la faucille, etc. Ça on va l'avoir jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que cet outillage se mécanise. Donc après le paysan de base, sa nourriture, son mode de vie va pas changer fondamentalement. Il y aura des systèmes religieux différents, il ne paiera pas ses impôts aux mêmes personnes, mais il n'y a pas une grande différence pour la paysannerie. Pour celle de la classe dirigeante, évidemment, c'est beaucoup plus important. Il y a un point que vous avez mentionné sur lequel je voudrais vous interroger, parce que la naissance de l'agriculture, ou l'adoption progressive de l'agriculture par observation notamment du cycle naturel de reproduction des graminées, et ensuite qu'on va prendre à maîtrise, etc., on conçoit bien comment ça a pu être progressivement mis en place, adopté par observation. La naissance de la métallurgie,
quelles hypothèses on a pour l'expliquer, compte tenu des très hautes températures qu'il faut pour ces métaux, comment ça s'est constitué? Est-ce qu'on a des indices qui permettent de pointer cette naissance de la métallurgie qui reste, voilà, pour moi qui suis un néophyte, une énigme un petit peu. Elle n'est pas apparue partout. Par exemple, toutes les très brillantes civilisations précolombiennes s'en sont pratiquement passées. Il y a eu aussi à la marge l'utilisation du fer météoritique chez les Inuits, par exemple, et les premiers objets en fer qu'on connaît en Mésopotamie également, et je crois aussi la lame du poignard de Toutankhamon, c'était du fer météoritique. Mais si on vient avant pour le cuivre, les minerais d'abord de cuivre est connu comme colorant, azurite, donc ça fait des poudres bleues ou vertes, et puis symétriquement comme vous dites, on a augmenté petit à petit la température des poteries. Normalement, pour qu'une poterie soit définitivement cuite, il faut atteindre ce qu'on appelle le point de Curie aux alentours de 600 degrés. Mais petit à petit, on a pu améliorer les fours, mettre au point des soufflets qui augmentaient encore la chaleur. Donc on a des poteries qui peuvent être cuites jusqu'à 900 degrés, et donc je pense que après on connaissait aussi le cuivre natif. On a des perles en cuivre, puisque comme l'or, le cuivre peut être natif, on a des perles en cuivre natif dans du néolithique turc vers moins 8000, comme à Tchayonu. Donc tout ça est connu, et effectivement si on l'étale sur des siècles avec des tentatives, des retours en arrière, avec la curiosité qui caractérise le Homo sapiens parmi les primates, on obtient ça progressivement. Puis après on a pu passer au fer avec des températures encore plus hautes, et l'avantage du fer, c'est qu'il y en a beaucoup plus dans la nature, donc c'est plus démocratique entre guillemets, donc ça s'est répandu encore plus, parce que le cuivre tout seul est trop mou, donc ça reste surtout un objet de prestige. Quand on rajoute 10% d'étain, peut-être obtenu quand on avait des métaux un peu impurs, on s'est aperçu qu'il y avait certaines impuretés. Il y a l'arsenic aussi qui peut exister à l'état naturel, etc. Donc le bronze va permettre certains objets, mais qui vont rester encore de prestige. Et avec le fer, ça peut se répandre. Il faudra attendre ensuite l'invention de la métallurgie de l'aluminium au 19e siècle pour avoir un nouveau matériau très répandu. Il y a une question qui revient souvent dans ce livre et plus largement dans vos travaux, c'est la question liée d'ailleurs du nombre et de l'espace, liée à la question des migrations finalement. Pourquoi les hommes néolithiques se déplacent depuis le Proche-Orient vers l'Europe et vers ce Finistère de l'Europe qui est la partie ouest du continent, l'actuelle France. Vous dites, si je résume peut-être grossièrement, eh bien les groupes humains grossissent, et lorsqu'ils grossissent, eh bien plutôt que d'atteindre une taille critique qui les rend ingérables, au-delà de quelques centaines peut-être d'individus, ils vont se déplacer jusqu'à buter finalement sur une contrainte physique, jusqu'à buter sur une côte, sur un désert dans le cas égyptien ou mésopotamien. Donc ça, c'est pour vous un des moteurs des migrations néolithiques et plus largement de cette histoire? Oui, parce que le néolithique, et on l'a établi maintenant de plus en plus précis et fait des modèles démographiques, c'est une révolution dans la mesure où ça fait exploser la démographie humaine. Jusque-là, il devait y avoir quelques centaines de milliers d'humains sur toute la surface du globe. Alors ça montait peut-être, mais assez lentement, parce que l'une des hypothèses est qu'au départ, les sapiens, quand une partie sort d'Afrique, ça concernait encore que quelques dizaines de milliers d'habitants. Mais on voit très bien, à partir du moment où on a le néolithique, que les courbes démographiques bondissent. Parce que les sociétés sont sédentaires, la nourriture est beaucoup plus sécurisée, et on sait que les chasseuses-cueilleuses ont un enfant tous les 3-4 ans, et les agricultrices un enfant tous
tous les ans, même s'il y avait la mortalité infantile. Donc on voit très bien que ça monte. Et donc on a des populations de plus en plus importantes. Et effectivement, l'espace joue parce que dans des oasis, en fait, comme la Mésopotamie et l'Égypte, il y a des fleuves cernés par des déserts. Et bien là, la pression va être très forte et on va voir apparaître les premiers États du monde et ça va plus jamais redescendre. Dans des espaces plus ouverts comme l'Europe, effectivement, il y a une espèce de fuite en avant, mais quand on arrive, c'est exactement quand on arrive au mur de l'Atlantique qu'on voit apparaître les phénomènes de différenciation sociale, et c'est ça dans les différentes régions. Mais dans des régions où il n'y a pas qui fonctionnent moins comme des nasses écologiques, ben ça monte et puis ça redescend régulièrement, ce qui effectivement est aussi intéressant pour poser le problème du pouvoir et de la résistance au pouvoir. Alors du coup, j'aimerais vous interroger sur une tension qui me semble exister dans votre écriture, dans vos travaux, entre d'un côté cette vision de détermination assez lourde par le nombre, par l'espace, et puis ce que vous écrivez notamment dans la conclusion de ce livre, sur l'idée que l'histoire n'est pas linéaire, n'est pas nécessairement écrite, prédéterminée, que ça peut être, vous le dites, une histoire buissonnière avec d'autres alternatives possibles. Donc comment on concilie à la fois ces déterminations spatiales qui existent, et puis le fait que d'autres possibles, y compris au néolithique, pouvaient advenir? C'est depuis les travaux de Pierre Clastre dans les années 70, qui a disparu prématurément, qui argumentait, de par l'expérience d'ethnologue, que en fait, les sociétés, assez naturellement, vont se prémunir contre la montée de pouvoir trop fort. Donc le big man, comme on dit, de Papouasie, eh bien, pour assurer son clientélisme et son pouvoir, il est sans arrêt obligé de redistribuer ses richesses. Et quand on l'enterre avec tous ses biens, on casse les dents de cochon, etc. Ce qui, les archéologues vont se dire, ah ben, il a plein de richesses, donc il était puissant, etc. Mais sans voir que justement c'est aussi une manière de détruire les richesses. Et il y a un moment où des élites, un patron du CAC 40 se fait pas enterrer dans sa Rolls avec ses paquets d'actions et ses lingots d'or. Donc il y a toutes sortes de mécanismes. Le grand guerrier doit sans arrêt remettre son titre en jeu. Il y a aussi des mécanismes de dérision. Donc la question, elle est un peu dans l'autre sens. C'est justement comment le pouvoir a pu s'établir et comment ces mécanismes de résistance peuvent sauter. Mais justement, quand on regarde, si on prend le cas de l'Europe occidentale ou de l'actuel territoire français, ben on voit des moments, les premiers signes justement d'inégalité, c'est très gros dolmens avec des dalles de plusieurs dizaines de tonnes. Donc il a fallu vraiment persuader les gens que c'était bien pour eux de faire ça pour les chefs. Ça dure quelques siècles et puis après on trouve plus du tout ça. On trouve au contraire des sépultures collectives avec plusieurs centaines de gens dedans. Alors c'est pas forcément une révolution démocratique, ça peut être simplement aristocratique. C'est les grandes familles contre le pouvoir individuel et ça c'est très régulier. Et puis si on prend l'histoire récente, bah, on sait qu'il y a des révolutions régulièrement. Donc effectivement, il y a cette tendance lourde, l'augmentation indéfinie de la population humaine avec tout ce que ça va entraîner, mais on observe de fait que c'est pas partout un mouvement linéaire. Il y a des bifurcations possibles. Voilà. Alors, parmi les bifurcations peut-être impossibles, il y a la question de la domination masculine. Oui. Vous consacrez un chapitre à montrer que, contrairement peut-être à certaines choses qui ont pu être écrites sur la préhistoire ou le néolithique comme le moment de la grande déesse mère ou du matriarcat, eh bien, c'est bien un moment où s'installe, peut-être de manière définitive, en tout cas on a l'impression de le constater, une domination masculine. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on sait du féminin et du masculin au néolithique et de leur agencement? Je pense que ça s'enracine même dans le paléolithique, parce que dans le paléolithique, il y a essentiellement des figurations animales, donc on se pense à travers les animaux, et les seules figurations humaines sont des représentations féminines avec les caractères sexuels exagérés. Donc on dit traditionnellement la fécondité, la fertilité. Pour moi, c'était sûrement beaucoup plus une
question d'essayer de penser la sexualité, parce que l'espèce humaine, parmi les primates et les mammifères, c'est les seuls où les femelles sont tout le temps réceptives, contrairement aux autres primates. Donc ça crée une espèce de tension sociale. Les plus anciens textes qu'on connaisse, comme l'Iliade, c'est plein ça commence par des infractions sexuelles, et il y en a tout le temps. L'histoire romaine, l'enlèvement des Sabines, etc. En Grèce, les Amazones, les combats contre les Amazones. Donc c'est une constante. C'est renforcé au néolithique dans la mesure où, au cours du néolithique, quand justement l'inégalité sociale devient de plus en plus flagrante, les représentations féminines passent à l'arrière-plan, et c'est la figure de l'homme mâle en figure de pouvoir et en armes qui va devenir prédominante et qui va durer jusqu'à nos jours. Toutes les grandes statues de chefs partout sur les places publiques, ou même les monuments aux morts qui sont des guerriers également. Donc ça part de là, et le problème non résolu, c'est est-ce que c'est constitutif ou pas? Est-ce que finalement la domination tout court n'est pas juste une projection de la domination masculine? En fait, bizarrement, c'est un thème de recherche assez récent, parce que ça, parmi les premiers travaux en France, c'est Maurice Godelier, quand il a travaillé sur les Barouillas en Nouvelle-Guinée. Bourdieu, ça vient encore après, son livre sur la domination masculine. Les travaux de Françoise Héritier, il y a eu effectivement tous les mouvements féministes américains, les gender studies, etc. Mais tout ça effectivement date des années 80 en gros. Donc la réflexion n'est pas du tout terminée à mon sens, mais tous les signes qu'on peut avoir vont dans le sens d'une domination masculine assez bien ancrée, parce qu'il y a eu cette idée fantasmatique au XIXe siècle par notamment un érudit suisse, Bachhofen, qui avait travaillé sur matriarcat, dit Mutterrecht, qui était que avant c'était les femmes, et puis après c'est les hommes. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans beaucoup de mythologies humaines, en fait, on justifie la domination masculine en disant les femmes avaient le pouvoir, mais elles s'en sont si mal servies que du coup on a été obligé de leur reprendre. Et si on prend des textes récents qui nous concernent, c'est dans la Bible, c'est à cause d'Ève que Adam mange la pomme, et il est dit que justement elle accouchera dans la douleur et son mari la dominera, elle sera victime de ses sens d'une certaine manière, parce que la sexualité jamais très loin. Et Pandore, c'est pareil. Elle est inventée par Zeus pour punir les hommes. Il n'y avait pas de femmes avant, et elle laisse les mots sortir de la jarre, etc. Donc tout ça, c'est en fait des justifications. Donc ça a été repris par une archéologue américaine, Maria Gimbutas, qui est devenue une sorte d'idole d'égérie des mouvements féministes en Californie, mais c'est une bonne cause, une cause juste qui s'appuie sur des arguments faux. On ne connaît pas jusqu'à présent de société dite matriarcale, au sens où c'est les femmes qui détiendraient le pouvoir politique à l'exclusion des hommes. Alors ce patriarcat néolithique, il s'appuie aussi, vous l'avez dit, sur la détention des armes. Vous consacrez un chapitre à la question de la guerre au néolithique, qui est une question d'ailleurs relativement discutée, puisqu'il n'y a pas, il me semble, de l'extérieur, un consensus absolu. Jean Guilaine notamment a écrit sur l'idée que finalement la guerre apparaît au paléolithique, ou en tout cas qu'il n'y a pas de rupture fondamentale. Il y a aussi une préhistorienne qui s'appelle Marilène Patou-Matisse qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui montre qu'il est assez difficile de trancher finalement, ou en tout cas de son point de vue, entre les différents stades pour dire qu'il y a un saut. De votre point de vue, il y a quelque chose qui change au néolithique, notamment avec l'apparition d'armes? Oui, à partir du moment où effectivement il y a ce trop-plein humain et les problèmes territoriaux vont être de plus en plus aigus, eh bien on constate archéologiquement que les villages qui étaient ouverts jusque-là se fortifient, et qu'il y a beaucoup plus de blessures visibles. Alors, effectivement, on va dire, oui, mais on a des exemples. Il y a deux massacres en Afrique, un au Soudan vers moins 11 000 et un au Kenya vers moins 8 000. C'est des massacres, mais ça concerne
quelques personnes, quelques dizaines de personnes, donc ça va pas très loin. Donc je pense que la violence entre mâles humains a sans doute toujours existé, mais on change d'échelle. Cela dit, ça se recoupe aussi avec des grands mouvements idéologiques. C'est-à-dire, après la dernière guerre, on voyait plutôt des bons sauvages relativement pacifiques. Et la chose était relancée au moment de la guerre du Vietnam, notamment par un archéologue qui s'appelle Laurence Quillet, et qui a été traduit en français, ça s'appelle Les guerres préhistoriques, et qui est un des inspirateurs justement du livre de Jean Guilaine, et qui a relevé que la guerre existe déjà chez les chasseurs-cueilleurs. Et c'est vrai, bon, il y a des travaux aussi récents, ethnologiques, c'était relevé notamment par Christophe Darmanjat, que chez les Australiens, qui sont que chasseurs-cueilleurs, qui sont toujours très bien passés de l'agriculture et de l'élevage, eh bien, il y a aussi des guerres, et puis même des fois des massacres. Mais évidemment, c'est une petite échelle, donc à chaque fois, c'est très peu. Alors, Laurence Quillet faisait des calculs en proportion, donc il montrait qu'effectivement un petit groupe de 20 personnes, si on en tue 15, c'est beaucoup plus meurtrier que la guerre de 14, mais c'est un peu pousser la chose loin. Donc après on est revenu effectivement dans des sociétés plus violentes, on s'est éloigné des bons sauvages, et puis là ça reste en débat. Marilyn Patou-Matis, elle est plutôt du côté des bons sauvages, et puis il y en a d'autres. Là actuellement le problème se pose avec Néandertal, justement. Est-ce que tout allait bien, puisque Néandertal, c'est l'archétype de la brute paléolithique avec sa massue qui traîne sa femme par les cheveux. L'exposition actuelle du Musée de l'Homme, qui est très bien faite, est plutôt d'un côté un peu irénique des hommes préhistoriques. Donc la question, elle est pas tranchée sur les origines, puisque c'est un vieux débat dans la pensée occidentale, Thomas Hobbes, la guerre de tous contre tous, et Rousseau, le bon sauvage, mais ça change quand même de nature avec le néolithique et avec l'invention d'armes spécifiques que la métallurgie va permettre de perfectionner, avec des vraies guerres rangées impliquant des milliers de personnes à partir de l'âge du bronze en Europe, et évidemment avant en Égypte et en Mésopotamie. Un dernier mot peut-être, on a dit tout à l'heure que le néolithique avait fait sa réapparition dans les programmes en 6e depuis 2016. Je cite le BO, « L'étude du néolithique interroge l'intervention des femmes et des hommes sur leur environnement. La sédentarisation des communautés humaines comme l'entrée des activités humaines dans l'agriculture et l'élevage se produisent à des moments différents selon les espaces géographiques observés. » Donc voilà le bulletin officiel qui délimite cette étude. En pratique, on sait que les enseignants ont peu de temps pour l'aborder, avec de jeunes enfants. Alors tous vos travaux aide à aborder cela, mais si vous avez un conseil à donner ou peut-être quelque chose que vous voudriez indiquer comme direction peut-être dans laquelle travailler pour ceux et celles qui peuvent nous écouter et éventuellement préparer des cours sur cette question. C'est vrai que c'est pas simple. J'ai participé plusieurs fois à des rencontres au rendez-vous de l'histoire de Blois sur ces questions avec des enseignants, étant moi-même enseignant, fils et arrière-petit-fils d'enseignants, mais souvent les gens me disaient ben oui, c'est très intéressant, mais alors dans ce cas-là, dites-moi ce qu'on supprime. Alors on a évidemment toujours tendance à penser que sa période est la plus importante, mais je pense que autour le fait que ça a été remis en 6e, ça a été une bonne nouvelle effectivement, parce que comme je disais, il y a un côté très idéologique de vouloir commencer avec les empires constitués, et ça évite de se poser la question du pouvoir et la question d'autres formes de société. Mais je pense que ceci ayant commencé, il faudrait aller beaucoup plus loin dans l'étude de ce type de société, de questions, et à tous les niveaux, puisqu'il y a aussi c'est pas toujours complètement chronologique. C'est d'ailleurs un peu bizarre de suivre, enfin moi c'est ce que j'avais subi quand enseignement, on prend les périodes anciennes en 6e où on n'est pas encore complètement en état de réfléchir, et les périodes modernes à la fin, donc des fois on fait du thématique, et poser la question du pouvoir, de la domination masculine, de la violence, etc., ça pourrait être posé à d'autres niveaux, et à des niveaux transversaux. Alors ça c'est l'idéal,
mais en pratique, comme pour l'instant on est dans ces programmes-là, est-ce qu'il y a un axe ou un objet peut-être qu'on pourrait conseiller aux collègues qui pourraient utiliser, qui pourraient montrer peut-être à leurs élèves ? Si, on peut prendre justement une hache polie parce que c'est ça qui permet à la fois de déboiser la forêt pour ensuite semer et de construire des maisons en dur, ce qui était, sauf exception, pas le cas jusqu'à présent. Les poteries, c'est plus complexe parce que on a le schéma proche-oriental, on invente d'abord l'agriculture et après la poterie. Alors que en Chine et au Japon, les chasseurs-cueilleurs inventent la poterie et ils passent à l'agriculture plusieurs millénaires après. Donc, une vache comme point d'entrée. Voilà, c'est banal. Parlons en même temps pour les élèves de 6e. Donc ça très bien. Merci de nous avoir écoutés. Ne manquez pas le deuxième volet de l'entretien avec Jean-Paul Demoule qui portera sur le métier d'archéologue, sur les Indo-Européens, sur l'ouvrage qui est publié aux éditions La Découverte. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr. Merci de votre écoute et à bientôt.